20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Refonte du fichier électoral. L'opposition y voit une dévolution démocratique du pouvoir après le dépôt en urgence du projet au niveau de l'Assemblée nationale. Du côté du pouvoir, ces accusations sont balayées d'un revers de main. En ligne avec nous, Maître Ousmane Sey, et les détails également au cours de cette édition. Pratique de la torture sur les jeunes de Colobane. Les responsables peuvent être sanctionnés si les victimes portent plainte. Maître Sidiki Kaba s'exprimait ainsi au cours d'un face-à-face avec la presse pour la présentation du rapport annuel d'activité du ministère de la Justice. Plateau technique obsolète, personnel pléthorique et budget insuffisant. Abbas Ndao agonise, une situation que les syndicalistes de l'hôpital imputent à une mauvaise gestion de la structure. Ils ont fait face à la presse et menacent d'aller en grève si rien n'est fait. Quelle filière choisir après l'obtention du baccalauréat? Un véritable casse-tête pour de nombreux étudiants. Les problèmes d'orientation sont légion au niveau des universités sénégalaises. À cœur ouvert, certains étudiants ont accepté de témoigner au micro de nos reporters. À suivre au cours de cette édition, et puis à suivre également l'élimination d'entrée d'Hortense Diédiou, vaincue par une judokate néerlandaise lors du tableau des 32 de la catégorie. Voilà titre, l'acteur et Monsieur El Haj Abdelaziz Kébé, délégué général au pèlerinage. Il est interrogé par Papis Diaw, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous et à toutes. Révision du fichier électoral. L'opposition en bloc dénonce une manœuvre tendant à violer la transparence du fichier. Elle ne peut comprendre que le projet de loi soit passé en commission à l'Assemblée nationale alors que le consensus n'a pas prévalu lors des travaux. Un forcing que Mamadou Diop Decroix qualifie de dévolution démocratique du pouvoir. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé par Farahning et Tierno Laurent Mendy. La refonte partielle du fichier électoral divise le pouvoir et l'opposition. Cette dernière dénonce cette procédure d'urgence examinée en commission. C'est une question extrêmement importante. C'est la procédure de dévolution démocratique du pouvoir qui est aujourd'hui en train d'être discutée. Et il y a des divergences très fortes entre le pouvoir et l'opposition. Je ne suis pas ici pour vous parlez en politicien. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas. Nous parlons de questions qui concernent tout le monde. Ce n'est pas une histoire entre opposition et majorité, c'est une histoire qui concerne d'abord et avant tout le citoyen sénégalais. Si ce projet de loi passe à l'Assemblée nationale, il peut être préjudiciable à beaucoup de Sénégalais. Je me suis inscrit, on me demande maintenant d'aller confirmer mon inscription. Si je ne le confirme pas, je suis radié. Ils disent qu'ils veulent évacuer le stock mort. Mais pour évacuer un stock mort, il faut d'abord l'établir. Établir le stock mort, c'est auditer le fichier électoral. Toutefois, Mamadou Diop Decroix espère un consensus sur ce point très important avant la plénière. J'ai dit à la commission, j'ai demandé quand même que nous puissions nous rasseoir de nouveau, qu'on regarde un peu les problèmes. Quelles sont les préoccupations du gouvernement et quelles sont les préoccupations de la majorité de l'opposition? Depuis 25 ans, on s'entend quand on discute. Pourquoi aujourd'hui, avec le président Sall, on ne peut pas s'entendre? Il y a un problème. En attendant la plénière de ce jeudi sur la refonte partielle du fichier électoral, l'opposition campe sur sa position et avertit le pouvoir des conséquences d'un tel projet de loi. Et tout de suite en ligne avec nous, Maître Ousmane Sey, avocat, par ailleurs rapporteur de la mouvance présidentielle. Maître, bonsoir. Maître Ousmane Sey, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors Maître, que répondez-vous à ces accusations de complot formulées par l'opposition qui pense en outre que le fait de faire passer cette procédure en urgence est une façon de tromper, on va dire, les Sénégalais? Oui, j'ai dit que j'étais surpris quand même d'entendre mon ami et frère Mamadou Diop Decroix parler de complot d'État et de dévolution monarchique du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Je crois que la commission a bel et bien discuté du projet de loi portant sur le fichier électoral. Il y a un accord de principe entre l'opposition et le pouvoir sur la refonte du fichier. Je crois qu'au-delà même de l'audit, il y a une refonte. C'est-à-dire qu'on recommence à inscrire tous les électeurs dans le fichier. Cela a fait
l'objet d'un accord. Maintenant, le désaccord dont il parle, c'est sur la confirmation au moment de l'inscription de l'électeur de dire s'il est électeur ou non. Ça, c'est pour combattre le stock mort. Ça fait l'objet de discussions et de désaccords soumis à l'arbitrage du président de la République. Et je crois que sur ce point, comme il l'a dit, la discussion peut continuer au niveau de la commission des lois ou bien même au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne maintenant la session extraordinaire, vous savez que l'Assemblée nationale a une session unique. Elle a terminé cette session. Et il y a une urgence à légiférer sur certaines dispositions du code électoral pour être conforme aux dispositions des directives de la CEDEAO. De légiférer 6 mois avant quand même les élections législatives qui sont fixées au mois de mai 2017. C'est pourquoi le président de la République a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et a proposé quand même le vote de la loi portant fichier électoral par la procédure d'urgence. Parce qu'il est urgent que cette loi soit votée. Pourquoi? Parce qu'après le vote de cette loi, il y a des dispositions pratiques à prendre pour refondre les fichiers, procéder aux élections des électeurs, procéder à la distribution des cartes d'électeurs, etc. Donc on ne peut pas attendre quand même la veille des élections pour voter la loi sur le fichier électoral. Donc c'est très normal, c'est un pouvoir constitutionnel du président de la République. Donc je ne vois pas où se situe le complot d'État, où se situe la rupture du dialogue. Le dialogue peut continuer toujours, donc il n'a pas à s'émouvoir. Franchement, je ne vois pas où se trouve la dévolution monarchique quand même qui a été avancée tout à l'heure par mon ami et frère Mamadou Diop Decroix. Merci beaucoup, Maître Ousmane Seye, d'être intervenu dans ce 20h. Et nous restons avec le fichier électoral. Justement, le directeur régional d'Amnesty International, Alioune Tine, pense que cette question doit être traitée avec beaucoup de prudence, mais aussi et surtout beaucoup de sérénité pour éviter les tensions. Par ailleurs, il appelle les acteurs à trouver un consensus autour de la revue de ce fichier. Il est au micro de Chérif Dia et Diafaraba. Je dis les gages d'une élection pacifique, c'est déjà le travail qu'il faut faire en amont. Ça veut dire réaliser un consensus sur les règles du jeu. C'est indispensable pour avoir des élections qui soient des élections pacifiques. Moi, je pense quand même que c'est un vieux débat, la double nationalité. Mais ça ne mérite pas l'attention qu'on y met aujourd'hui, ça ne mérite pas d'avoir de nouvelles lois. La plupart des élites africaines, de plus en plus, leurs femmes, ils vont aux États-Unis pour avoir le passeport, que les enfants aient le passeport, profitent du système éducatif aux États-Unis et ailleurs. Donc, je pense que la question de la double nationalité en matière électorale, je pense qu'il faut être assez prudent et vraiment manipuler cette question avec beaucoup de sérénité, sans passion. Et vraiment, comme vous dites, vous avez bien fait de soulever la question de la Côte d'Ivoire. Parce que si on a des gens qui ont une certaine légitimité, qui ont beaucoup de monde derrière, quand vous voulez les éliminer, vous ne faites qu'amener des tensions. Le 4 septembre prochain, la date retenue pour les élections pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, le directeur des structures de l'APR invite les militants à la retenue. Selon Mbaye, il s'agit d'élections sans enjeu majeur. Par conséquent, cela ne devrait pas occasionner de quelconque friction ni au sein de l'APR, encore moins au niveau de Benno Bokk Yakaar. Mbaye que nous écoutons avec Nafissatou Silla et Mardia. Dire aux militantes et aux militants, en particulier aux responsables, parce que c'est des élections qui intéressent de grands responsables, c'est-à-dire les élus. Quand on est élu dans un parti politique, dans une coalition de partis, on est déjà à un niveau de responsabilité assumé. C'est pour cela que, contrairement aux autres élections, ce seront des élections apaisées, parce que le niveau de responsabilité est assez appréciable. Mais malgré tout, on va assister effectivement parfois à des incompréhensions, à des tensions dans ces choix-là, mais en tout état de cause. Je voudrais dire aux uns et aux autres qu'en réalité, ce n'est pas un très grand enjeu qui doit pousser encore à des fractures interne au parti, encore moins entre nous et ceux qui accompagnent le président de la République dans le Benno Bokk Yakaar ou autres. Donc j'en appelle à cet esprit de responsabilité, étant entendu que ce sont déjà de grands responsables, les élus, et on doit pouvoir faire ses choix sans beaucoup de grabuge, sans beaucoup de frustration.
Et nous sommes juste à quelques jours de l'élection de ces hauts conseillers justement et la coordination des socialistes de Yène donne mandat au bureau politique de poursuivre le partenariat avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Je propose d'écouter le professeur Gorgui Sy, secrétaire général de la coordination de Yène. Il est au micro de nos correspondants Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Au niveau donc de la coordination de Yène, nous sommes en phase avec les décisions du bureau politique qui s'est réuni. Dans l'ensemble, la CA a décidé d'aller donc aux élections législatives prochaines avec Benno Bokk Yakaar à l'unanimité. L'élection des délégués au Haut Conseil des collectivités territoriales, nous nous sommes prononcés donc et nous avons retenu d'aller également avec Benno Bokk Yakaar à côté des alliés. Nous sommes en train de discuter sur la répartition des 2 sièges que nous avons au niveau du département et je crois que nous allons donc arriver et aboutir à un consensus sur les candidats pour qui nous allons donc battre campagne, mais dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. L'actualité politique toujours avec cette question. Y a-t-il risque de dualité au sommet du PIT? Une question légitime selon le chroniqueur politique Mandiaye Gueye. L'expert pense en effet que l'élection d'un secrétaire général et d'un président à la tête d'un seul et même parti peut être source de problèmes. Une thèse battue en brèche par Aïda Niang, membre du PIT qui n'y voit aucun inconvénient. Selon la militante, il n'y a pas de risque de télescopage entre les 2 personnalités citées puisque le président a déjà réglé la question en annonçant que c'est le secrétaire général qui est en charge de diriger le parti. C'est un reportage signé Mamadou Fall et Mardian. 2 postes similaires dans un parti politique peuvent être source de problèmes si les tâches ne sont pas bien définies. C'est du moins l'avis du chroniqueur politique Mandiaye Gueye pour évoquer ce qui se passe actuellement au PIT. Le PIT a fonctionné toujours avec un secrétaire général. Ahmad Dansokho, on avait fait de lui un président, comme Seydou Sissoko, compte tenu de leur état physique. Ils ne pouvaient plus être des personnes actives à diriger le parti. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Les 2 sont valides et physiquement sont bien portants. Donc, je ne vois pas la nécessité vraiment de faire une doublure. Surtout que des gens contestent cela. Je me demande si ça ne donnera pas créera pas de problèmes et de frustrations. Mais Aïda Niang rassure, pour elle, le discours tenu par le président de leur parti est très clair. Même dans le discours, en réalité, de l'actuel président Mansour Sy, il a montré que le rôle principal de diriger le parti, d'animer le parti et d'être en rapport avec les militants, c'était le rôle du secrétaire général. Donc le président ne peut en aucun cas, et ça, je pense que ça a été clair dans le discours de l'un et de l'autre, ne peut en aucun cas empiéter sur en réalité le pouvoir du secrétaire général. Concernant certaines frustrations notées dans le parti, Aïda Niang pense que c'est de la contradiction que naît la démocratie. C'est ça qui fait que l'on parle de démocratie. Parce que dans chaque démocratie, quand on est minorisé, on est frustré. Quand nous avons la majorité, nous ne sommes pas frustrés. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il peut y avoir des frustrations. Maintenant, c'est la conduite que le secrétariat aura. C'est les actes qu'ils poseront qui montreront que les gens qui aujourd'hui frustrés auront le temps de digérer ou qu'ils seront en réalité agrippés à leur frustration et les conséquences en découleront. Par ailleurs, le chroniqueur politique demande au PIT de se pencher sur les nombres de départs notés au sein de la formation d'Ahmad Dansokho. Beaucoup de militants se sont partis du PIT. Donc l'analyse des départs, de ces nombreux départs, peut-être aiderait à trouver une solution. Pourquoi les gens sont... Torture en milieu carcéral pour les jeunes de Colobane. Eh bien, si les faits sont avérés, les victimes peuvent porter plainte et les responsabilités seront situées. Déclaration du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui affirme que la torture est tout simplement bannie par la justice. Je vous propose de l'écouter au micro d'Iboukan. La loi garantit à tout citoyen qui est victime d'une torture de porter plainte. Et quand ces personnes portent plainte, des poursuites sont engagées. Et je vous donne le cas d'Ibrahima Samb. À Mbacké, ce procès a eu lieu. On avait estimé qu'il a été torturé à mort. Mais ils ont été jugés. Il y a à peine 3 semaines et les policiers disaient à 10 ans. Ce reproche, on ne peut pas le faire à l'État du Sénégal. Dès l'instant qu'il y a une décision, dès l'instant qu'il y a connaissance et qu'il y a une plainte, des investigations sont faites.
si la réalité est établie, eh bien les personnes répondent. Parce qu'il n'est pas dans la formation de la police de faire la torture. Ceux qui s'y adonnent sont alors poursuivis. Et ils ne reflètent pas ces personnes, la justice ou la police, qui fait un travail difficile et qui le fait avec beaucoup de professionnalisme dans certaines circonstances qui sont véritablement des circonstances très difficiles. Maître Sidiki Kaba s'exprimait ainsi lors d'une rencontre avec la presse pour présenter le rapport d'activité du ministère de la Justice. Je vous l'annonçais en titre, plateau technique inadéquat, budget insuffisant, personnel pléthorique, Abass Ndao, un hôpital malade. Sur place, le syndicat déplore une gestion nébuleuse et à titre d'exemple, il parle justement de ces difficultés de dire qui est réellement l'administrateur de cette structure hospitalière. Fatou Kinedem nous en dit plus dans ce reportage. 750 millions de francs CFA, c'est la subvention que l'État alloue à l'hôpital Abass Ndao. Une structure de niveau 3, toujours à la traîne. Pour 750 millions, nous avons la prise en charge du personnel qui tourne autour de 400 éléments, mais également un problème de fonctionnement et un problème de gestion de la structure. Il faudrait aussi que la ville de Dakar, qui doit également allouer une subvention de 200 millions, puisse également mettre en place ce budget-là à un temps opportun. Un personnel pléthorique, un plateau technique peu adéquat, entre autres manquements. Il y a toujours ce problème de consommables qui dure et qui perdure dans la structure. Et toujours, nous avons ce problème-là, aussi bien au niveau des urgences de l'hôpital Abass Ndao que dans d'autres départements ou divisions de l'hôpital. Si les infrastructures font défaut, l'évacuation des patients laisse également à désirer. Le problème que nous avons, c'est une ambulance qui n'est pas immatriculée de l'hôpital Abass Ndao et qui est gérée par quelqu'un de la direction, quelqu'un qui est là et qui normalement doit servir presque de surveillant au niveau de la structure, qui gère cette ambulance-là, qui n'est pas immatriculée de la structure, qui prend les sous de l'hôpital, et vous voyez la fuite des capitaux qui doivent servir au personnel, mais également au fonctionnement et surtout aux patients de la structure. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Les ambulanciers tournent les pouces. Les travailleurs syndiqués de l'hôpital Abass Ndao exigent un changement. Ils veulent notamment être édifiés sur leur tutelle. Est-ce le ministère de la Santé ou la ville de Dakar? Et nous restons avec le mouvement syndical de l'hôpital Abass Ndao en assemblée générale ce matin. Ils ont exigé le paiement de leur salaire et menacent d'aller en grève si rien n'est fait. Écoutons à ce propos Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, toujours au micro de Fatou Kinedem et Jafar Abba. Si l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations salariales, le 8 du mois, il est en faute. À Abass Ndao, ça commence à être la règle. On en a assez d'une direction qui ne rend même pas compte de sa gestion nébuleuse. Ensuite, il y a dans cet hôpital des retraités qui gagnent des centaines de milliers de francs. Ce qu'ils n'avaient pas pendant qu'ils travaillaient, c'est ce qu'ils gagnent maintenant. Ouais. C'est injuste. On va les dénoncer, qu'ils sortent de l'hôpital. Il y a la question des NMD, des chefs, des NMD, des ACP, etc., qui sont surdimensionnés. Il y a des recrutements clandestins. Et nous interpellons aussi le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, qui est le président du conseil d'administration. Il faut qu'il assume, qu'il joue sa partition. S'il ne peut pas gérer l'hôpital, qu'il le remette à l'État. Direction Saint-Louis, à présent sur place, la mer a encore fait des dégâts. L'école Abdoulaye Meng Khali de Gendar en a fait les frais. Les lieux d'aisance, 2 salles de classe ainsi que le mur de protection ont été emportés par la furie des vagues. Les Gendariens craignent que le phénomène naturel aille toucher maintenant les cimetières de Tchémé et Tchakrandiaï. Si rien n'est fait dans les prochains jours, Ousseinou Diop et Abibsek pour le compte-rendu. À Saint-Louis, l'avancée de la mer continue de faire des dégâts dans la langue de Barbarie. L'une des 2 écoles historiques, l'école Abdoulaye Meng Khali, est sur le point de disparaître. Les toilettes construites il y a quelques jours ont été ravagées par la furie de la mer, de même que le mur de protection et quelques salles de classe. On est en train de reconstruire. La douche, les toilettes qui sont derrière moi, ça ne date pas 2 mois, c'est tombé. Et chaque matin, on est menacé par cette mer. Le mur, l'école Cheikh Touré est en menace et personne ne réagit. Et comme l'a dit M. Ismaël Mbaye, ce n'est que seul et l'unique personne, le président de la République, qui va régler ce problème-là. À quelques mètres de l'école se trouvent les cimetières de Tchem et Tchakrandiaï. Pour les populations de Gendar, ces 2 cimetières sont également menacés.
Et n'oubliez pas que nous sommes à l'école Abdoulaye Mbengue Khali, c'est à 200 mètres des cimetières. Et les cimetières, ce n'est pas Guet-Ndar, c'est toute la ville de Saint-Louis. Donc Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes, levez-vous, il y a un danger qui nous menace. Les Saint-Louisiens de la langue de Barbarie ont vécu des moments difficiles ces derniers temps. Plus de 30 familles sont relogées par la mairie à Ngalel. À Guet-Ndar, l'école Abdoulaye Mbengue Khali, qui compte 600 élèves, disparaît petit à petit. Les populations craignent le pire si rien n'est fait dans les prochains jours. Et puis de Saint-Louis, nous descendons à Louga avec 374 accidents dénombrés en 2015 et 110 autres comptabilisés pour l'année 2016. Louga, une région où les motos Jakarta mettent en péril la vie des usagers. Face à cette situation, les autorités ont décidé de réagir pour limiter les dégâts. Un arrêté portant sur 5 points et destiné à assainir le secteur des transports vient d'être mis en place par le préfet du département. Et première mesure de cet arrêté, eh bien, une opération de recensement justement des Jakarta entamée ce lundi au niveau de la préfecture. Alioune Badara Diop, le préfet, nous en dit plus au micro de Tchernofal. Avec l'avènement des motos Jakarta à Louga, il y a environ 5 ans, les accidents de circulation sont devenus de plus en plus nombreux, avec parfois des cas mortels. Rien que pour l'année 2015, 374 accidents ont été enregistrés. Pour l'année 2016, au moment où je vous parle, nous avons enregistré 110 accidents, avec des accidents bien sûr mortels. Face à ces nombreux accidents auxquels les motos Jakarta sont impliqués, les autorités ont décidé de prendre des mesures car, selon le préfet, ce mode de transport pose beaucoup de problèmes de sécurité. La mesure la première que nous avons envisagée et qui nous semble être pertinente, c'est d'avoir une identification formelle des conducteurs de Jakarta. Savoir combien de Jakarta nous avons dans le département de Louga. Cela nous permettra d'avoir un fichier et sur la base de ce fichier, nous pourrons attribuer des numéros avec les services de transport de la police et la gendarmerie. En dehors de la mesure concernant l'identification des mototaxis, Alioune Badara Diop a aussi sorti un arrêté qui porte sur 5 points. Le premier point, c'est l'interdiction formelle de tout moto Jakarta de circuler au-delà de minuit, jusqu'à 5 h du matin. La deuxième mesure, c'est que les motos Jakarta, même si c'est un mode de transport auquel on s'accommode, parce qu'il n'est pas reconnu par le code de la route, ils ne pourront plus transporter plus de 2 personnes. Il est interdit également aux motos Jakarta de transporter des animaux. L'autre mesure, tous les conducteurs qui ont moins de 18 ans, nous avons exclu du fichier. Le dernier point de cet arrêté préfectoral concerne l'interdiction à tous les conducteurs de Jakarta l'utilisation des baffles comme support de sonorisation. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Si vous êtes étudiant, vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Quelle filière choisir une fois le baccalauréat en poche? Le sujet est devenu un véritable casse-tête au sein des universités sénégalaises et il n'est pas rare de voir des bacheliers évoluer dans des domaines qu'ils n'ont vraiment pas choisis. Birama Thior est allé à la rencontre de certains d'entre eux qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Il rêvait d'être orienté au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, Ibrahima Sow étudie dans une école de formation privée. N'ayant pas le choix, il suit des cours en journalisme et communication. J'ai déjà demandé pour aller à l'université département arabe, mais bon, on nous a orientés ici parce que peut-être ils orientent là-bas les gens qui ont peut-être avec leurs moyens, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, j'aimerais bien aller là-bas parce que je suis des instituteurs en langue arabe dans les écoles publiques. Donc j'aimerais bien avoir une licence pour aller enseigner dans les lycées ou dans les CEM. Cette étudiante est aussi dans le même cas. Elle explique son calvaire. D'abord, j'ai choisi anglais. Bon. On ne m'avait pas orienté là-bas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas orienté en anglais. Bon, mais j'avais toutes les conditions pour aller là-bas. Après, j'ai fait commerce international. Après commerce international, j'ai fait tourisme, journalisme. Conséquence, beaucoup d'étudiants ont du mal à s'adapter. J'ai eu un ami qui voulait faire philosophie, il l'a choisi en première option. Malheureusement, on l'a orienté en français.
Donc il a eu d'énormes difficultés là-bas parce qu'il n'a pas pu comprendre la façon dont on enseigne là-bas le programme de français parce que lui, son souhait était de faire la philosophie depuis tout le temps. Il a repris la première année. Parce que ce département-là, il ne le comprenait pas tout à fait. La mise sur pied de cabinets d'orientation, une solution qui s'impose de l'avis de ses apprenants. L'actualité hors de chez nous à présent, elle nous mène tour à tour en Éthiopie, au Pakistan, mais d'abord au Tchad où le président Idriss Déby Itno vient d'être investi pour un 5e mandat. Le récit de ce tour d'actualité, c'est avec Hadi Atala. Le week-end a été sanglant en Éthiopie. Des manifestations antigouvernementales ont été violemment réprimées dans le centre et le nord du pays. Plus de 50 manifestants ont été tués dans la région d'Oromo, selon l'opposition éthiopienne. L'hôpital de Quetta, dans le sud-est du Pakistan, a été ce lundi la cible d'attaques terroristes. L'attentat a fait plus de 70 morts selon l'AFP, un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir selon le ministre de la Santé de la province. L'attaque a eu lieu au moment où des avocats et journalistes rendaient hommage à un avocat assassiné. Le groupe des talibans pakistanais, nommé Janatullah Ra, a revendiqué l'attaque et il promet d'autres attaques pour l'instauration d'un système islamique au Pakistan. Des glissements de terrain ont causé ce dimanche la mort de 38 personnes dans les États mexicains du centre. Des glissements dus à une tempête tropicale Earl. Selon le gouvernement, 28 individus dont 15 mineurs sont morts. Leurs maisons ensevelies et 10 autres sont décédés dans les mêmes circonstances, selon les autorités administratives. Et de 5 pour Idriss Déby à la tête du Tchad. Le président tchadien a été investi ce lundi en présence de nombreux chefs d'État africains et de chefs de gouvernement. Il a axé son discours sur la sécurité régionale et le développement de l'agriculture. Il a en outre invité l'opposition et les forces vives de la nation à la concorde nationale. Malgré la journée ville morte décrétée par l'opposition suite à l'assassinat d'un jeune Tchadien au cours d'une manifestation interdite par le pouvoir. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec la désillusion pour Hortense Diédhiou, éliminée d'entrée aux Jeux Olympiques Rio 2016. La judokate sénégalaise de la catégorie de 57 kilos a été battue par la néerlandaise San Verhagen. C'était lors du tableau des 32 de la catégorie. Et puis, du judo, nous passons au football local, bien entendu, pour parler de Louga BC qui s'adjuge la finale de la Coupe du Sénégal. Les Niambour se sont imposés 60-58 contre toute attente ce dimanche face à l'AS Douane. C'était la joie et l'allégresse dans le camp legoatois, nous disent Chertidiane Diao et Younous Diatta. L'explosion de joie après le buzzer. Louga Basket Club vient de réussir l'exploit que peu d'observateurs attendaient. On n'était pas habitué à voir Louga Basket donc au stade de la compétition. Ils étaient habitués à voir la Douane, l'UGB et le Duc. Mais quand je dis que sur le plan basketball, ça ne me surprend pas. Je savais que j'avais une équipe qui peut donc aller donc et composer ces équipes donc de Dakar. Parce qu'on a fait une très bonne deuxième phase en play-off. Et cette deuxième phase donc nous a amené donc aujourd'hui en Coupe du Sénégal. Et lorsque donc nous avons battu donc l'ASFA à Louga, et donc les autres, je savais que c'était possible. Et on l'a fait aujourd'hui. J'ai des joueurs de caractère. Et je l'ai dit dans les vestiaires. Il ne faudrait pas faire 200 km pour laisser encore la coupe à la Douane. Non. L'une des pièces maîtresses de ce succès, Mohamed Diop. Revenu fraîchement du Pérou, le maître à jouer de cette équipe savoure son retour triomphal. Je suis très content. Je remercie tout le club, le staff, les supporters, les joueurs, toute la ville de Louga. Et ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont fait revenir du Pérou, c'est une grande fierté. Il n'y a pas de secret, seul le travail paye. J'ai vu ces joueurs, leur courage, leur abnégation dans la canicule de Louga. Ils ne rechignent jamais à faire des efforts à l'entraînement. Nous avons vraiment mérité ce succès. Louga Basket Club qui vient de déjouer les pronostics face à la Douane espère un accueil digne d'un champion une fois de retour au Bercail.
Et puis toutes mes excuses, vous l'avez sans doute remarqué, il ne s'agissait pas de foot, mais plutôt de basket. Et cette fois-ci, nous parlons de l'AS Douane. Du côté de l'AS Douane, bien évidemment, c'est la déception. La chance n'a pas souri au Gabelou. De l'avis de l'entraîneur, Mamadou Gueye Pabi se satisfait tout de même de la bonne saison réalisée par son équipe. Je propose de l'écouter toujours au micro de Chartidiane Diao et Younous Diatta. Le basket, c'est un sport de série et le basket, ça va très très vite. Une fois que tu dors sur tes lauriers, là c'est fini pour revenir. C'est très très difficile. Satisfaisant, d'autant plus qu'on est champion du Sénégal. On gagne la Coupe du Maire, là c'est la cerise sur le gâteau. On aurait pu gagner encore aujourd'hui la Coupe du Sénégal, mais on en reste à 2. Mais je dis que c'est un bilan assez satisfaisant parce que le championnat c'est le titre suprême. Et quand tu es champion, tu ne peux que féliciter tes joueurs d'avoir fourni énormément d'efforts depuis le début de la saison. Allez, félicitations au Niambour. Ce journal est à présent terminé. C'était un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout de suite, je passe le